Bonjour, vous écoutez le podcast Dessine-moi le monde de demain. À l'occasion de la 2e journée internationale du Petit Prince, nous donnons la parole à celles et ceux qui créent notre futur. Explorateurs, comédiens, activistes, entrepreneurs, toutes et tous partagent la même ambition. Inspirer le vent du renouveau et œuvrer ensemble pour le monde de demain. Camille Le Gall, cofondatrice de Fairly Made. Et pour parler de tout ce sujet aujourd'hui, je ne peux pas me présenter sans dire que ma petite sœur est une fan absolue du Petit Prince. Et donc pour commencer, je pense qu'avant toute chose, on est une famille d'écologistes positifs, puisque c'est un peu dans l'ADN de la famille que de faire attention à ceux qui nous entourent et en commençant par la nature. C'est hyper important aussi dans tous ces nouveaux modes de consommation et l'évolution qu'aujourd'hui justement la consommation prend comme tournant, d'éviter de rentrer dans l'aspect coupable et culpabilité. Donc je dirais que voilà, c'est une écologie qui va dans le bon sens, qui passe par des choses simples, à savoir consommer ce dont on a besoin, sans surcoût, sans surplus. Et voilà, ça commence par bien évidemment les gestes du quotidien et en allant plus loin, le projeter aussi dans son activité professionnelle. Et c'est ce que j'ai tenté de faire avec Fairly Made. Tout a commencé à Hong Kong. En fait, j'ai pris du recul au moment où j'ai quitté la France et j'ai quitté mon confort quotidien. Donc je suis partie vivre à Hong Kong en 2016. J'ai commencé à travailler à Hong Kong et toujours dans l'univers du luxe, dans lequel j'avais été baignée par mes premiers stages et mes premières expériences professionnelles. Et en arrivant là-bas, j'ai réalisé à quel point la consommation pouvait être excentrique et à quel point justement les volumes, et aussi bien d'ailleurs dans l'alimentaire que dans le vêtement, il y avait des modes de consommation délirants. Et à ce moment-là, j'ai rejoint un groupe de permaculture. Donc en fait, à Hong Kong, sur une île, on réalise que les données sont finies parce qu'une île, en fait, n'est pas autonome, n'est pas autosuffisante. Le chiffre exact, je le connais plus, mais il me semble que c'est 72 heures d'autonomie pour Hong Kong au moment où il y aurait un embargo qui serait posé. Et dès lors qu'on réalise qu'on est fini et dépendant justement de cet écosystème et de la nature, je pense qu'on se pose des questions. Et ces questions, c'est celles que je me suis posées aussi sur vraiment mon ambition professionnelle, en me disant que j'étais pas du tout alignée dans un métier, encore une fois dans le luxe et notamment dans la communication, et qu'il fallait que je réaligne tous ces sujets. En fait, je pense qu'on peut pas avancer dans la vie très longtemps si on réalise qu'au niveau professionnel, justement, on va pas suffisamment dans le fond des choses. En tout cas, que la courbe d'apprentissage est limitée. Et moi, pour ma part, ça passait vraiment par ce sujet de l'écologie. J'ai évoqué la permaculture, donc très proche aussi de ce qui se passe, comprendre combien de temps il faut pour faire pousser une carotte avant qu'elle arrive dans notre assiette. Et j'ai ouvert les yeux sur l'industrie dans laquelle j'évoluais, donc l'industrie du luxe, plus précisément l'industrie textile, puisque j'ai toujours travaillé dans un premier temps chez Vuitton et après chez Chanel, qui sont des très belles maisons, mais qui du coup parlent peu finalement de tout ce qui se passe avant la fabrication d'un vêtement, de tous les savoir-faire. Et en parlant un peu de ces sujets, j'ai réalisé que la mode était très souvent associée au monde de la paillette et que tout ce savoir-faire, ces connaissances textiles étaient peu évoquées. Et donc c'est comme ça qu'en creusant les sujets, j'ai réalisé qu'il y avait une énorme dérive. Donc je l'évoquais sur la surconsommation, mais aussi au niveau de la production, des dérives environnementales, puisque souvent le chiffre de la 2e industrie la plus polluante au monde a été donné pour l'industrie textile. Bien qu'il puisse être contesté, c'est quand même une industrie hyper polluante, notamment sur les rejets d'eau usée et également sur la partie CO2, mais aussi sur la partie sociale. Et je crois qu'en tant que femme et plus précisément pour tous ces sujets d'exploitation et d'esclavage moderne, ça m'a vraiment fait un pincement au cœur et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer en tout cas à travailler dans cette industrie sans faire changer les choses.
Donc j'ai pas fait changer les choses toute seule. Je me suis pas mal penchée sur le sujet avec une amie de longue date qui s'appelle Laure Betch et qui est donc mon associée aujourd'hui, qui est une amie du lycée avec qui on se posait un peu les mêmes questions à cette époque, donc 2016, et qui finalement, elle travaillait aussi à Hong Kong de temps en temps puisque sa centrale d'achat, elle travaillait pour une grande marque de la fast fashion et sa centrale d'achat était à Hong Kong. Et en s'interrogeant vraiment sur nos modes de consommation et surtout ce qu'on pouvait faire dans nos métiers respectifs pour produire des vêtements plus engagés, on a réalisé qu'il y avait peu de solutions. Et donc c'est comme ça que j'ai ouvert les yeux un peu sur ce qui m'entourait et je me suis dit que si personne faisait rien à notre époque, fallait s'en prendre qu'à nous-mêmes et que c'était à moi aussi de faire bouger les choses. Donc j'écoute souvent un peu ce sujet du colibri qui doit aussi contribuer à son propre niveau à faire justement changer les pratiques. Et donc c'est comme ça que l'idée de Fairly Made est née. Proposer des outils très concrets pour que les marques améliorent leur collection et changent leurs pratiques d'achat. Donc Fairly Made, nous on est là pour aider les marques à devenir plus responsables. Donc concrètement, Fairly Made c'est une société qui a la mission d'aider ces industries textiles à réduire leur impact sur l'environnement et d'améliorer les conditions sociales pour les travailleurs. Et donc je le disais au préalable, il y a très peu de choses qui existaient au niveau justement textile et mode. Et donc on a commencé à regarder au niveau industriel, donc concrètement en usine, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des dérives sociales, au niveau des fibres utilisées, que ce soit des fibres synthétiques, des fibres biologiques ou naturelles, qu'est-ce qui est disponible sur le marché, qu'est-ce qui est le plus appréciable en fait pour l'environnement, aussi bien au moment de la culture, de la récolte, mais aussi surtout dans les systèmes de recyclage, qu'est-ce qui aujourd'hui peut être fait pour que les vêtements de demain soient bien recyclés et que finalement on rentre peu à peu dans une économie circulaire. Donc ça a été vraiment les prémices de Fairly Made et c'est toujours donc cette mission que l'on a aujourd'hui. Donc concrètement, on a deux activités. Une première où on accompagne les marques donc sur un service de production. Où on fabrique pour eux ta chemise, un pantalon, t-shirt, pull. Donc en fait, on a vraiment une équipe dédiée qui s'occupe de présenter des nouvelles matières aux marques. Donc on a constitué une bibliothèque matière avec plus de 800 matières éco-responsables qui permet aux directeurs artistiques, aux créateurs, aux designers aussi de passer au-delà de leurs a priori sur les fibres recyclées ou vraiment de dépasser toutes ces idées reçues qui pourraient exister sur le manque de désirabilité de ces fibres. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, toutes ces matières-là ont des propriétés équivalentes. Et donc, l'intérêt, c'était de prouver qu'il n'y avait plus d'excuses aujourd'hui pour pas faire évoluer les pratiques. Donc ça, c'est une première activité qu'on a lancée donc en 2018, grâce à laquelle on a signé une quarantaine de marques. Fairly Made, du coup, c'est une société rentable dès la première année. On a peu à peu embauché des gens, donc on a commencé à 2. Donc Laure Betch, qui est mon associée, et moi-même. Et on a peu à peu étoffé l'équipe, donc en recrutant des gens justement sur la partie achat, sensibilisation des marques. Et aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes avec des profils aussi bien ingénieurs environnement, ingénieurs textiles, acheteurs, pour justement répondre à cette mission et alimenter donc la deuxième activité qui aujourd'hui s'appelle Fairly Made Impact. Et donc en fait, c'est une plateforme web qui permet aux marques d'évaluer justement l'impact de leurs vêtements. Et ça va vraiment dans le sens justement de cette écologie positive, c'est de dire que le consommateur aujourd'hui, il a juste besoin de plus d'informations pour comprendre et faire des choix éclairés dans sa consommation. Et donc Fairly Made Impact, c'est vraiment un outil que les marques utilisent pour voir à peu près où se positionne le produit sur la partie traçabilité, sociale, environnementale et recyclabilité. Donc c'est les 4 critères d'impact que l'on retient pour les vêtements. Et ces indicateurs, on les donne aux marques. Donc après, c'est à elles de décider si oui ou non elles veulent produire ces pièces. Et une fois que cette information, elle existe, la marque est en capacité de la traduire pour son consommateur. Donc c'est ce qu'on fait avec des marques comme Asphalt, comme Des Petits Hauts. On a aujourd'hui donc 6 clients sur cette activité-là. Et l'idée, c'est vraiment que ça avance vite aussi parce que on a la chance de vivre en France et que la France est une nation qui a assez bien évolué sur ce sujet et qui réfléchit aujourd'hui à l'affichage environnemental où finalement n'importe quel vêtement ou produit de l'habillement serait étiqueté potentiellement avec une note justement environnementale, de sorte que le consommateur puisse avoir plus d'informations rapidement.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans Le Petit Prince et dans la démarche, c'est que tout est réexpliqué, tout est beaucoup questionné. Et en fait, je crois qu'une des premières démarches, d'ailleurs qu'elle soit écologique ou juste de bon sens, c'est de poser des questions et de creuser les sujets. Je pense que même dans une société où aujourd'hui on voit pas mal de sujets justement un peu de dérive ou de manque de discernement, il faut que les gens réapprennent à s'interroger, à se créer une opinion voilà, forte, questionner. Et ça, j'adore vraiment relire le Petit Prince et de voir à quel point la question n'est jamais oubliée. Et ça, c'est essentiel. Moi, ce qui me plaît, c'est que tout le monde a quand même la mesure de l'endroit où il vit. On parle toujours de petites planètes, d'étoiles. Et finalement, c'est important aussi de toujours se dire, voilà, peut-être qu'il y a des problèmes majeurs et très larges. Pourtant, il ne faut jamais oublier la dimension locale. À commencer par une unité qui serait en ville, le quartier, le secteur, la ville, et sinon plus largement en région, dans les zones rurales, tout ce qui est localité, communauté de communes, tous ces écosystèmes en fait qui finalement quand ils sont modèles peuvent être justement des petites inspirations pour les plus grands. Je pense notamment à un parallèle qui nous a beaucoup inspiré quand on était au tout début de Fairly Made, c'était de voir les marques qui faisaient toutes excellemment bien. Donc de dire finalement à toute petite échelle, oui, on peut faire des vêtements en chanvre, en lin ou même en coton biologique avec un super niveau de désirabilité. C'est des petites marques, mais en fait c'est ça qui fait aussi changer les choses, c'est d'avoir une approche hyper disruptive qui permet aux grands de dire bon, si les petits y arrivent, est-ce que nous on peut pas faire déjà à petite échelle dans un grand groupe et ensuite faire évoluer les choses. Et je pense qu'en tant que citoyen, voilà, c'est un point important, c'est de dire au même titre que le Petit Prince essaye de faire de sa planète une belle planète et d'être bien sur cet écosystème qui est le sien, à chacun de dire qu'est-ce que je peux faire dans mon immeuble, puis dans mon quartier, puis dans ma ville. De plus en plus, j'ai l'impression qu'on a eu, alors peut-être c'était les générations passées, mais tendance à discerner, à vraiment dissocier cette vie pro, cette vie perso. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos nouvelles générations essayent d'avoir un meilleur alignement, et moi d'ailleurs ça a été une de mes motivations, réaligner mes valeurs perso dans le monde pro, parce que du coup on a un levier plus fort, parce que toute l'énergie qu'on déploie sur les 10 ou 15 heures de travail par jour, heureusement qu'on les met à profit pour quelque chose de juste, une bonne cause. Et plus largement, je pense que dans nos vies de citoyens, il y a quelque chose qu'on oublie encore beaucoup, c'est cette troisième case, entre guillemets, si on fait vie pro, vie perso, c'est la case vie citoyenne qui pour moi manque, et d'ailleurs j'en suis aussi la première victime, entre guillemets, si ce n'est que je pourrais être plus proactive, mais comme on alloue beaucoup de temps à notre vie pro et beaucoup de temps à notre vie perso, on en oublie un peu le temps de bénévolat ou le temps citoyen qu'on pourrait aussi mettre à profit. Donc voilà, j'aime bien l'idée de se dire que peut-être la dimension associative pourrait être une des pistes pour que ou les États ou je reprends la notion de localité à nos petits niveaux, les immeubles, les régions, les villes puissent avancer dans le bon sens. J'ai sélectionné une citation qui m'a sauté aux yeux parce que j'avoue avoir lu Le Petit Prince il y a longtemps, et quand la question s'est reposée, je suis partie en librairie racheter le livre. Et donc celle que je retiens, c'est quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Et en fait, j'aime beaucoup cette notion-là, surtout qu'au départ de la phrase, on parle de discipline. Donc si je la relis en entier, c'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la terre. Et en fait, je pense que ça, c'est important d'avoir cette notion justement de bien commun, c'est-à-dire c'est hyper égoïste et c'est naturel, je pense, l'homme est assez égoïste par nature, de penser à soi, mais ensuite de vraiment d'avoir cette inclinaison beaucoup plus large à vouloir faire du bien autour de soi. Et c'est pour ça que j'ai retenu cette citation. Faire du bien à la planète, comme je le disais, parfois ça paraît une tâche monumentale, mais si tout le monde s'y met d'un point de vue perso avec ses petits pas entre guillemets du quotidien et d'un point de vue pro, à se démener pour amener des choses plus positives dans chacune des industries dans lesquelles on bosse, déjà on a fait une grosse part, on a fait un grand pas vers l'avant. Alors j'en ai deux qui me viennent en tête. Un premier, c'est alors encore une fois dans l'industrie textile dans laquelle je suis,
c'est la rencontre avec des recycleurs, donc dans le Nord. C'est des structures de recyclage qui finalement expliquent qu'aujourd'hui, eux, ils sont en capacité de recycler beaucoup, beaucoup de choses. Là où parfois on se dit, mince, telle matière n'est pas forcément recyclable, etc. En fait, aujourd'hui, il y a un écosystème dans la circularité qui n'est pas assez bien valorisé, parce qu'eux ont des bonnes capacités de recyclage, avec des machines pourtant très simples. Ça s'apparente à du broyage et de l'effilochage. Et en fait, il manque des débouchés. Donc ça, c'est aussi un appel plus large. C'est aussi de dire, voilà, dans l'innovation, il faut que toutes les industries, donc aujourd'hui, dans le recyclage textile, ça finit en géotextile, en isolation, en sol de carrière, parfois en fil, si c'est très bien retraité. Mais l'idée, voilà, c'est que chacun se dise, est-ce que moi, je suis pas capable d'utiliser des ressources recyclées au lieu de toujours replonger dans des ressources vierges pour fabriquer, que ce soit un produit fini ou que ce soit une partie de composants. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Et une deuxième initiative, elle est plus éloignée de l'écologie au sens très proche du terme, mais par contre, elle est vraiment dans la logique hyper positive et optimiste. J'en reviens un peu à ma sœur, mais qui est à la tête d'une association incroyable qui s'appelle 1000 Cafés, et qui a vraiment cette volonté de recréer des espaces de vie dans les petits villages et les cafés, justement. Et ça rejoint directement ce qui était dit tout à l'heure, de faire attention à ce qui se passe déjà proche de chez soi, pour permettre aussi à des gens dans son village de travailler, de recréer de la vie, pour que finalement on ne délaisse aucun petit espace de la planète et qu'on en prenne le plus grand soin. Et ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je me dis qu'aussi... on a la chance de vivre dans un pays magnifique qu'est la France, et que justement toute cette dimension territoire est parfois un peu mise de côté. Qu'avec le Covid, on a un peu oublié de voyager, et finalement c'est pas plus mal parce qu'on prendra moins l'avion, mais que ça redonne envie. C'est-à-dire que si on revalorise les villages, on restaure aussi toute cette vieille pierre et ces états... voilà, comme je disais, de nature qui sont magnifiques. On réinvestit un peu d'argent là-dedans. Ça peut permettre aux gens de revoyager, de découvrir la France différemment, et là, de faire vraiment, vraiment du bien aussi à la planète, parce que ça réinjecte de l'argent, ça revalorise les territoires, et ça, c'est génial. Alors, je suis une grande optimiste, donc oui, j'ai beaucoup d'espoir. Pour reparler de l'industrie textile, en à peine 3 ans, donc nous, on a créé la société en 2018, on a vu énormément de choses progresser, donc à la fois au niveau des grands groupes que des petites marques. Nous, d'un point de vue économique, on le voit, parce que donc notre boîte grandit, et ça, c'est aussi l'indicateur que les marques se bougent au niveau de ces sujets-là. Donc ça, c'est positif, notamment parce que les plus grands prennent des décisions, et qui aujourd'hui se voient accompagnés de budget. Donc là, je parle d'un point de vue très économique, mais en fait, il y a beaucoup de bonne volonté parfois, des dirigeants qui vont commencer à aborder ces sujets-là, peut-être de manière ou marketing ou communication. Mais là, ce qu'on voit évoluer, c'est qu'il y a des budgets qui arrivent. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des lignes de budget qui se créent, ou alors qui sont allouées, qui proviennent d'ailleurs et qui sont réallouées sur ces sujets-là. Donc très positif. Et je pense que le message d'espoir, c'est la nouvelle génération. Pourtant, je ne me considère pas comme très vieille, mais en tout cas, de voir aussi une jeune génération hyper encline à faire attention à ce qui se passe. Des modes de consommation très tournés vers la seconde main, beaucoup plus critiques, justement, tant qu'à tous ces sujets de surconsommation, qui, je pense aussi, là, se sont à peu près le Covid en pleine tête, donc très porté sur l'humain, la valorisation de soi, la confiance en soi, et ça, j'ai vraiment envie de l'encourager, parce que voilà, tant que les gens ont des idées, ça va toujours dans le bon sens, et surtout de se dire que c'est une génération qui a eu beaucoup de témoignages assez jeunes sur le soin qu'on doit porter à l'eau, à l'environnement et à la planète, et j'imagine que eux vont encore faire bouger les choses beaucoup plus loin que nous, porté sur l'innovation notamment. Et ça, j'espère que ça va vite arriver en entreprise, parce que c'est via justement les stagiaires, les jeunes recrues, qu'on voit changer les choses. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les exposer à vos équipes, et de faire en sorte que ça fasse aussi bouger les choses dans les grands groupes. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet du Petit Prince, et je lirai les derniers chapitres que je n'ai pas encore eu le temps de relire avant l'interview.
C'était le podcast du Petit Prince, Dessine-moi le monde de demain. À bientôt pour un prochain épisode.